Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite stationner à droite. Je me gare alors en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches qu'il existe 3 types de stationnement. Le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. Alors, concernant le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent l'une derrière l'autre, en général, sur le bord de la route. Ensuite, pour le stationnement en bataille, c'est un stationnement qui se fait perpendiculairement à la route. Ensuite, vous avez les stationnements en épi. Alors, il existe 2 types de stationnement en épi. Le stationnement par l'avant et le stationnement en épi en marche arrière. Tout dépendra du sens de circulation et de l'inclinaison du stationnement en épi. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur l'animation, si je stationne à droite, alors je vais stationner en épi et non en créneau. Et vu l'inclinaison des stationnements, ce sera un stationnement en épi en marche avant. Deuxième sous-question, je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Eh bien non. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a des lignes épaisses dites discontinues qui viennent matérialiser une voie réservée. En l'occurrence ici, c'est sûrement une voie réservée au vélo vu la largeur de la voie. Donc, surtout, je ne serre pas mon véhicule au niveau du trottoir parce qu'on a une voie réservée et donc ce n'est pas notre voie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on serre au maximum sur notre voie de circulation et on initie la manœuvre en marche avant. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 2. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je laisse le véhicule gris à droite s'insérer devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous le voyez, regardez, devant nous, on a un véhicule noir sur notre voie qui est à l'arrêt. Alors, comment on sait qu'il est à l'arrêt ? Premièrement, il a ses feux stop allumés. Et deuxièmement, il a aussi ses warnings
allumé. Donc, et ici, à droite, on a un véhicule qui est sur la voie d'insertion et qui a mis ses clignotants et qui veut s'insérer sur la voie. Étant donné qu'ici, le véhicule devant moi est à l'arrêt, et quand on voit bien, sur la voie de gauche et sur la voie de droite, ça circule pas. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse le véhicule gris s'insérer. Ici, là, vous n'avez rien à perdre, rien à gagner à ce qu'il s'insère. De toute façon, la circulation est beaucoup trop dense. Vous êtes à l'arrêt. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je sors de mon stationnement. Je dois, réponse A, contrôler derrière moi seulement. Réponse B, contrôler devant et derrière moi. Réponse C, contrôler les angles morts. Alors ici, dans ce contexte, on a une voiture qui veut sortir de son stationnement, qui est un stationnement en créneau. Vous remarquerez que c'est une rue à double sens de circulation. On a devant nous une voiture, et si vous regardez le rétro gauche, on a une voiture aussi derrière nous. Alors, comment faire pour sortir d'un stationnement en créneau ? Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe devant nous. Vous allez me dire, en fait, c'est pas si important ça ce qui se passe devant nous, puisqu'on va rester sur notre fil. Oui, mais il peut se passer plein de choses devant nous. Par exemple, il peut y avoir une voiture en sens inverse qui en double une autre. Ou par exemple, il peut y avoir juste devant nous une personne qui souhaite traverser la rue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétroviseur intérieur. Pourquoi ? Tout simplement, afin de savoir s'il n'y a pas une autre voiture derrière nous qui est garée et qui souhaite elle aussi sortir de son stationnement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétro extérieur. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur le rétro, on fera notre contrôle d'angle mort, puis on mettra notre clignotant, et là, on pourra sortir d'un autre stationnement. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 5. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a deux catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans. Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans
ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte ? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route ? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Alors, tu remarqueras, tu as vu comment la question elle était complexe et comment ça requiert vraiment des connaissances profondes et assez exactes pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est une question du code de la route. C'est pas une question qui a été inventée. Ça peut vous être posé au code de la route. Donc moi, je vous conseille vivement de vous former de manière exacte
on a mis en place donc l'espace pédagogique pour ça. Ça coûte pas grand-chose. Donc, comme vous le savez, le taux d'échec à l'examen du code de la route, 40%. Je vous incite vraiment à vous former correctement. Hein. Et pour ceux qui disent « c'était une question piège, c'est une question mal formulée », non, on ne s'amuse pas à ça. Personne ne s'amuse à vous faire des questions pièges ou mal formulées. Si vous pensez que c'est une question piège ou mal formulée, en fait, c'est juste que vous ne maîtrisez pas assez le code de la route. D'accord ? Hein ? Voilà. Donc, un conseil, formez-vous sérieusement. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit, puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où si il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 7. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite, avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince, hein. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans cette rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, hein, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude, elle se situe sur la route.
Donc il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perde l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h, la bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 8. Je reste sur ma voie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tu remarqueras que la voie qui est devant toi, juste après l'intersection, c'est une voie qui est réservée. D'ailleurs, tu peux voir la délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite est matérialisée par une ligne blanche épaisse discontinue. Hein. Donc, c'est une voie de bus. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler à gauche pour prendre la voie réservée aux véhicules motorisés standards. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Le régulateur. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert ? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse ? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici,
vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie ? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie ? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein ? Et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule, donc on se rabat dès que possible à droite, je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 10. La signalisation indique un passage à niveau. Réponse A, avec barrière. Réponse B, sans barrière. Alors, ça, c'est une question de cours vraiment basique. Alors, ce panneau donc de danger que tu vois indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. Le panneau qui indique un passage à niveau sans barrière est celui-ci. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Ce véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le pictogramme qui représente que ton véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus, ou SSPP, c'est ce pictogramme. Alors, si tu remarques bien sur l'image, là, qu'il y a, sur cette étiquette qui est affichée sur la portière, il y a ce fameux pictogramme qui indique donc que ton véhicule dispose bien de ce système. Alors, ça va même plus loin que ça. Regarde bien ce que dit l'étiquette. Alors, à gauche, en jaune, il y a ce fameux pictogramme. Et ce pictogramme pointe vers un livre avec la lettre I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tu veux savoir ce que c'est que le système de surveillance de la pression des pneus, lis le manuel du véhicule. Et regarde juste à droite. Juste à droite, tu as deux encarts. En haut avec le numéro 1, en dessous avec le numéro 2. En fait, cette étiquette t'explique comment fonctionne, comment utiliser ce système. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, tout d'abord, numéro 1, tu dois effectuer la pression de tes pneus. Ensuite, en numéro 2, regarde bien, il y a ce pictogramme avec le mot 7, c'est-à-dire initialisation, et en dessous, tu as le tableau de bord avec un petit doigt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réinitialiser la pression de tes pneus sur le tableau de bord. Alors, comment on fait ? Quand tu es sur ton tableau de bord, tu vas donc sur le menu du véhicule, sur Reset détection de sous-gonflage. Donc là, l'ordinateur te demande si tu as bien fait la pression des pneus. Tu dis oui. Et là, tu vois qu'il est marqué pression des pneus enregistrée. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'ordinateur vient d'enregistrer la pression de tes pneus. Et si un jour, un de tes pneus se dégonfle, ton ordinateur va afficher ce pictogramme sur le tableau de bord. Hein,
Parce qu'il va te dire, attention, la pression que tu as enregistrée n'est pas du tout la même que celle que je mesure. Donc, il va falloir regonfler les pneus. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu remarques bien, déjà la signalisation horizontale, donc c'est-à-dire la signalisation qu'il y a au sol. On voit bien qu'on est sur une voie de bus. Il y a marqué bus sur notre voie, et en plus on voit qu'elle est délimitée par une ligne blanche épaisse discontinue. En plus, on a la signalisation verticale, ce panneau qui indique une voie de bus. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Non, je ne suis pas du tout sur ma voie. Est-ce que je change de voie immédiatement ? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je ne change pas de voie immédiatement ? Regardez le rétroviseur gauche ici. On a un camion qui est juste derrière nous sur cette voie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la voie soit libre pour pouvoir s'insérer sur la voie de gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur les voies le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 14. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage dépend du chargement du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, cette molette que tu vois permet effectivement de régler la hauteur des feux. Bon, bah, c'est une molette avec en général 4 crans. Mais parfois, sur certains modèles de voitures, il peut y en avoir 3. Comme tu le vois ici, c'est une molette que tu tournes, d'accord, avec des crans, et qui se situe en général à côté du volant. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi régler les feux d'un véhicule ? Bah, tout simplement parce que la hauteur de tes feux dépendra du chargement du véhicule. Prenons un petit exemple, et c'est un exemple grossier, hein, et j'ai fait exprès de prendre un exemple grossier pour que vous puissiez comprendre. On prend par exemple un véhicule. Un véhicule qui n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, les feux sont bien réglés et les feux pointent vers la route. Ça, c'est des feux bien réglés. Par contre, si on commence à charger le véhicule, regardez ce qui va se passer. Si on commence à charger le véhicule, soit des personnes, soit des valises, peu importe le chargement, bah la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se lever. Ça va créer ce qu'on appelle un moment. La voiture va se lever. Et donc, si elle se lève, bah, les feux vont pointer vers le haut. Les feux ne vont plus éclairer la route. Donc, ils seront mal réglés. Donc, cette molette, en fait, va te permettre de rabattre les feux pour qu'ils puissent pointer vers la route. Tout simplement. Donc, selon la quantité de chargement, tu régleras la molette à 1, à 2, ou à 3, ou à 4. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette molette permet de régler la hauteur des feux ? Bah oui. Le réglage dépend-il du chargement du véhicule ? Bah oui, également. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 15. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi ? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Hein. Vous vous souvenez, hein, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il ne se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse ? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 16.
J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, il n'y a aucune signalisation horizontale et aucune signalisation verticale. Donc, on est à l'approche d'une intersection sans signalisation. Cela veut dire que la priorité est à droite. Donc, je n'ai pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous, donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Réponse A. Le témoin d'usure a une hauteur de 1,6 mm. Réponse B. La hauteur réglementaire minimale d'une sculpture est de 1,6 mm. Réponse C. Le témoin d'usure se situe sur le flanc du pneu. Réponse D. Le témoin d'usure permet de savoir si le pneu est lisse. Alors, question très intéressante. Comme vous le voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle un témoin d'usure. Vous remarquerez également, vous voyez des rainures sur la bande de roulement du pneu. Ces rainures, c'est ce qu'on appelle des sculptures. Ces sculptures, elles servent à quoi ? Elles servent tout simplement à drainer l'eau lorsqu'il pleut. Ça permet en fait aux pneus d'avoir une meilleure adhérence sur la route. Alors, regardez ici, je vous ai mis une coupe d'un pneu, donc une coupe transversale d'un pneu. D'accord ? Vous pouvez voir donc ici, ici, là, ce sont donc les sculptures du pneu, vue de profil, enfin vue de face, pardon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste ici, on va faire un zoom sur les sculptures. Je fais un petit schéma. Ça, c'est le zoom d'une sculpture d'un pneu. Le problème qu'on va avoir, c'est que le pneu est constitué de gomme. Et la gomme, ça s'effrite, ça s'use. Donc, plus vous allez rouler, plus la sculpture va s'effriter. Jusqu'au moment où le pneu va devenir totalement lisse. Et donc, va perdre totalement son adhérence. Donc, qu'est-ce qu'a fait le régulateur pour éviter que les conducteurs conduisent avec des pneus lisses ? Alors c'est simple. Tout d'abord, ils ont défini une hauteur réglementaire minimale d'une sculpture. Ils l'ont définie à 1,6 mm. Ça, c'est une chose. Ensuite, ils se sont dit, oui, mais comment est-ce qu'un conducteur d'une voiture va savoir facilement que son pneu est lisse ? Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pensé au témoin d'usure.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rajouté un bout de caoutchouc à l'intérieur de la sculpture. Et ce bout de caoutchouc a une hauteur de 1,6 mm. Donc, lorsque le haut de votre sculpture arrivera au haut du témoin d'usure, alors vous aurez atteint la hauteur réglementaire minimale de la sculpture qui est de 1,6 mm. Et cela voudra dire que réglementairement, votre pneu sera considéré comme lisse. Il faudra donc changer votre pneu. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le témoin d'usure a une hauteur de 1,6 mm? Oui. Est-ce que la hauteur réglementaire minimale d'une sculpture est de 1,6 mm? Oui. Est-ce que le témoin d'usure se situe sur le flanc du pneu? Non, il se situe sur la bande de roulement. Et est-ce que le témoin d'usure permet de savoir si les pneus est lisse? Ben oui. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. La conduite sous l'influence de stupéfiants est punie. Réponse A, d'une amende maximale de 4 500 €. Réponse B, de 2 ans d'emprisonnement maximum. Réponse C, de 4 ans de prison maximum. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, la conduite sous l'influence de stupéfiants est un délit. Vous risquez, entre autres, une amende allant jusqu'à 4 500 €, jusqu'à 2 ans de prison maximum, une rétention immédiate du permis, une suspension de permis et l'obligation de faire un stage, et enfin, la perte de 6 points sur votre permis de conduire. Les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et B. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 20. Mon véhicule est très chargé. Réponse A, j'augmente la pression des pneus. Réponse B, je diminue la pression des pneus.
Alors, comment savoir la pression à adapter lorsque le véhicule est plus ou moins chargé? Alors c'est très simple, il faut te référer à l'étiquette que tu trouveras en général à l'intérieur de ta portière avant. Pour simplifier les choses, en général, cette étiquette ressemble à ça. Alors, comment lire une étiquette de pression de pneu? Tout d'abord, si tu remarques bien, ici, il y a une série de numéros qu'on appelle indice alphanumérique. Si tu sais pas ce que c'est que indice alphanumérique et que là, je suis en train de te parler chinois, je te conseille fortement de te former parce que c'est très important. Pour rappel, sur le flanc d'un pneu, on a des numéros et des lettres qu'on appelle indices alphanumériques qui correspondent aux caractéristiques de ta roue. La largeur, la hauteur, l'indice de charge et l'indice de vitesse. Donc, ce numéro est reporté sur l'étiquette. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pressions qui apparaissent sur l'étiquette correspondent à un type de pneu bien défini. Donc, si tu changes de pneu, fais attention à prendre les mêmes références indiquées sur les indices alphanumériques. Comme tu le remarqueras, ce tableau est constitué tout d'abord de 2 colonnes. Ces colonnes correspondent à quoi? La première correspond aux roues avant et la deuxième correspond à la pression des roues arrière. Ensuite, ce tableau a 2 lignes. La première ligne correspond à un chargement normal de ton véhicule et la deuxième ligne, parfois même il y a 3 lignes, correspondent à un chargement élevé de ton véhicule. Par exemple, si ta voiture est très chargée et que tu veux savoir quelle pression adopter à la roue arrière, ici par exemple, la pression qu'il faudra que tu adaptes aux roues arrière est de 3,2 bars. Et tu remarqueras que plus le véhicule est chargé, plus la pression des pneus doit être augmentée. Donc, pour revenir à la question, si mon véhicule est très chargé, ce que je fais, c'est que j'augmente la pression des pneus, je la diminue pas. Et surtout, je me réfère à l'étiquette qu'il y a dans la portière ou dans le manuel du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je peux dépasser ce piéton? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc, on a un piéton à droite qui prenait son chien. Et, surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche. C'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant
avant ton départ. Donc t'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein. Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé ? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. T'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc, il est très mal installé. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 23. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. L'utilisation du klaxon est réglementée. Réponse A, en agglomération. Réponse B, hors agglomération. Est autorisé hors agglomération de jour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, l'utilisation du klaxon est réglementée. Alors vous avez deux cas. Le cas agglomération et le cas hors agglomération. Alors, en agglomération, de jour comme de nuit, l'usage du klaxon est strictement interdit. Bien sûr, sauf danger imminent. Hors agglomération, c'est différent. Hors agglomération, tu es autorisé à utiliser ton klaxon de jour selon certaines situations. Par exemple, à l'arrivée d'un virage sans visibilité. Par contre, elle sera interdite de nuit. De nuit, il faudra utiliser des appels de phare. Bien sûr, il y a toujours une exception, c'est le fait d'être devant un danger imminent, même hors agglomération. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 25. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. En conduite, le taux d'alcool contraventionnel est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le taux d'alcool contraventionnel est de 0,5 g par litre de sang. Alors, je sais que parmi vous, certains d'entre vous vont se poser plein de questions. Ils vont se dire, oui, mais la question n'a pas précisé qu'on était hors probatoire, ou alors, il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que c'est qu'une contravention, un délit, une infraction.
Alors, pour tous les gens qui se posent des questions sur cette question, je vous incite vraiment à vous former. Voilà. Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser ces questions. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Le réservoir du liquide de frein se trouve. Réponse A en B. Réponse B en D. Alors ici, le réservoir du liquide de frein se trouvera en B. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Je suis en période probatoire. Je peux rouler à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 60 km/h. Réponse C, 90 km/h. Alors là, comme tu le vois, on a une signalisation verticale qui nous indique que la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Tu peux donc rouler également à 60 km/h. Par contre, tu ne pourras pas rouler au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe, et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 31. Je désactive l'airbag passager. Réponse A, si le passager me le demande. Réponse B, si le passager est un enfant avec un siège à dossier. Réponse C, si le passager est un enfant avec un siège à coque. Alors, concernant l'airbag, il faut savoir que l'activation de l'airbag est obligatoire, de manière réglementaire.
Donc si un de vos passagers vous demande de le désactiver, vous refusez, bien sûr. Alors, si le passager est un enfant avec un siège à dossier, si il a un siège à dossier, donc à l'avant, il faut activer l'airbag passager. Le seul cas où vous devez désactiver l'airbag passager, c'est lorsque vous installez un enfant à l'avant avec un siège à coque. Ce siège devrait être placé cette fois-ci dos à la route avec l'airbag désactivé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 32. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examen blanc que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €.
Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Allez, on reprend la série. Question numéro 33. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. La principale catégorie des piétons tués est celle. Réponse A. Des enfants. Réponse B. Des personnes de plus de 65 ans. Et oui, les personnes de plus de 65 ans représentent 52% des tués parmi les piétons, alors que cette population ne représente que 17% de la population totale. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 36. Lors d'un contrôle de police, la présentation de la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La carte d'immatriculation doit être à votre nom. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, n'oublie pas, les documents obligatoires à présenter lors d'un contrôle de police sont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire et la preuve du contrôle technique. Alors, concernant le nom mentionné dans la carte d'immatriculation, il peut être à un autre nom. Vous pouvez par exemple emprunter un véhicule, donc il ne sera pas à votre nom. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Je m'arrête. Réponse A, pour baisser le son de la radio. Réponse B, pour entrer une adresse sur le GPS. Alors, pour baisser le son de la radio, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, parce que ça ne va pas vous prendre énormément d'attention. Par contre, pour entrer une nouvelle adresse sur le GPS, oui, là il va falloir s'arrêter pour initialiser votre GPS. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B.
Question numéro 38. Cet usager est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Il risque une amende de 135 €. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, ici, cet usager commet un stationnement gênant. Pourquoi ? Parce qu'il est placé, il est arrêté à un emplacement qui empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule. Donc, ici, pour cette infraction, il encourt seulement une amende forfaitaire de 35 €. Par contre, si il ne bouge pas son véhicule à temps, il risque une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 39. Au stop, je marque l'arrêt. Réponse A, obligatoirement. Réponse B, sauf s'il n'y a pas de véhicule sur l'intersection. Alors, qu'il y ait des véhicules ou non à l'intersection, qu'il y ait du vent, qu'il neige, qu'il y ait un carnaval, tout ce que vous voulez, au stop, je dois obligatoirement marquer l'arrêt. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Ce panneau indique, réponse A, un céder le passage cycliste. Réponse B, un céder le passage pour les véhicules motorisés. Alors là, c'est une question de cours très simple. Ici, on a affaire à un panneau de céder le passage cycliste. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.